Notre invité, Daniel Obono, qui est député LFI de Paris. Daniel Obono, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le terrorisme a tué, hier encore, à Bruxelles, 2 Suédois tués parce qu'ils sont Suédois et parce qu'en Suède, notamment, des Corans ont été brûlés récemment. Aussi, il l'a dit, il a été interpellé, il aurait été interpellé, il l'a dit dans une vidéo aussi parce qu'il pensait aux enfants palestiniens. Ce matin, Daniel Obono, êtes-vous en colère ou résigné ? D'abord, je suis soulagée que effectivement l'assaillant, le meurtrier, ait été appréhendé. Il semble que ce soit le cas. Oui. Et je partage l'effroi qu'on a tous et toutes ressenti en apprenant ces événements. Je partage le sentiment de solidarité avec nos amis belges, bien entendu. Par contre, je ne crois pas qu'il faille se résigner. Il ne faut pas se résigner. C'est une des volontés des personnes qui commettent ces actes terroristes, c'est de terroriser la population. Et donc non, il ne faut pas se résigner. Il faut rester unis et déterminés, et ne pas céder aux volontés de terroriser la population et de faire reculer nos sociétés, de les faire basculer dans un choc des civilisations ou je ne sais quoi. Alors, le terrorisme islamiste en Europe, c'est une réalité que nous rencontrons maintenant sans cesse, trop. Gérald Darmanin dit « Les personnes dangereuses étrangères inscrites au fichier FSPRT », il s'agit de la France bien sûr, fichier des personnes radicalisées, seront expulsées. Titre de séjour, protection consulaire retirée. L'État doit être ferme, Daniel Obono, maintenant. Mais il doit pas l'être seulement maintenant. Je pense que il doit l'être suffisamment. Il doit l'être et il faut penser notre politique de lutte contre le terrorisme en ayant pour objectif de prévenir l'ensemble des actes, des tentatives et donc il faut se donner les moyens suffisants et s'ils ne sont pas suffisants, déterminer pourquoi les moyens de la lutte antiterroriste ne sont pas suffisants. Alors, où est-ce qu'il faudrait mettre l'accent, où est-ce qu'il faudrait mettre les moyens. Il y a vous approuvez donc l'expulsion de toute personne étrangère présentant des signes de radicalisation? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je vous pose la question. Vous approuvez ou pas? En matière de lutte contre le terrorisme, il y a une politique à avoir, la politique de lutte contre le terrorisme, et qui a besoin de moyens, qui a besoin, moi je pense, et nous pensons notamment de moyens humains. Il y a un débat qui existe depuis 2008 et la fusion des unités du renseignement, de la DST, DRG. Nous pensons qu'il faut annuler cette fusion, il faut faire en sorte que les personnels soient titularisés. Tous les personnels aujourd'hui de la DGSI ne sont pas des titulaires, il faut plus de formation, donc il faut mettre le maximum de moyens de ce côté-là. Donc il y a un débat à avoir sur la politique de lutte antiterroriste. Mais je ne partage pas l'analyse qui consiste à considérer que c'est un problème de politique migratoire. Parce que c'est cet angle-là que choisit le ministre Darmanin. Ça n'a rien à voir avec l'immigration pour vous. Rien à voir. Non, le terrorisme n'a aucun rapport avec l'immigration. Non, et je reprendrai les propos même de monsieur Darmanin qui avait répondu et qui rappelait que la majorité des actes terroristes qui ont eu lieu sur notre territoire l'ont été par des ressortissants français. Et quelle que soit d'ailleurs la nationalité des personnes qui commettent ces actes, le problème c'est le caractère terroriste de ces actes, des meurtres qui sont commis. Oui. Et donc ce qu'il faut prévenir, c'est les actes terroristes. Et donc on doit parler de la politique antiterroriste. Alors je pensais évidemment à l'assassinat de l'enseignant d'Arras, Daniel Obono. Mais je vous repose la question. Toute personne étrangère présentant des signes de radicalisation ne doit pas être expulsée selon vous? Je ne crois pas que ce soit le cadre actuel du droit. Et vous savez que je suis députée de la Nation, commissaire aux lois, et que je me dois de garantir le respect de la loi et du droit. Et ce n'est pas actuellement le cadre. Peut-être que ça changera et nous en discuterons. Nous discuterons de ces conséquences. Ruffin, qui est de la France Insoumise aussi, la famille Mogouchkov ne devait plus être en France. Pour vous aussi? Je ne sais pas.
Je pense qu'il faut qu'une enquête soit vous ne savez pas. Non, vous avez des éléments qui vous permettent vous de. Je ne sais pas quels éléments avait François Ruffin. Je pose la question. Oui, mais c'est François Ruffin. Répondez à François Ruffin, pas à moi. Oui, mais je n'ai pas François Ruffin en face. Je vous ai en face. Vous lui dites quoi, François Ruffin? Vous lui dites qu'il s'avance que. Je pense qu'il faut que l'enquête. Et il y a une enquête actuellement, et c'est pour ça que je vous parlais par exemple de la question de la lutte antiterroriste. Vous savez que des éléments qu'on a. Cette personne était sous surveillance. Elle était sous surveillance. La question des renseignements. Elle a même été contrôlée la veille. Exactement. Et donc oui, il y a un problème là-dedans. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé pour que une personne qui est sur surveillance, qui est appréhendée, qui a été contrôlée un jour et le lendemain soit en capacité de commettre cet acte. Donc il y a une défaillance à ce niveau-là. Oui, la défaillance. La défaillance, c'est le fait que la personne. On n'avait rien à lui reprocher, Daniel Obono. Mais la veille, quand il a été contrôlé, on le met en prison? Je pose la question. On le met en prison? Je pose la question. Bon. Je n'ai pas ces éléments. Où est la défaillance? Je pose la question et je pense que les services et le ministère de l'Intérieur... La défaillance, c'est peut-être parce que la famille n'a pas été expulsée, Daniel Obono. Mais j'attends les éléments qui me seront donnés à ce moment-là. Monsieur Bourdin, vous êtes membre du ministère de l'Intérieur. Si vous avez des éléments, je suis tout oui. Non, mais Daniel Obono, les députés seront... Chacun sa responsabilité. Vous êtes député de la République, pas moi. Ma responsabilité est d'entendre les éléments qui seront donnés par le ministère et de contrôler l'action du gouvernement en la matière. On ne va pas débattre là-dessus, mais je voudrais vous poser une question. Jamais la barbarie ne l'emportera face au savoir. Le terrorisme islamiste vise notre école, la liberté d'enseigner, de penser, de débattre. Est-ce que vous partagez ces mots d'Elisabeth Borne? Oui. Totalement. Est-ce que vous avez participé dans votre circonscription, dans une école, dans un collège, un lycée, un hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard? J'ai participé à Paris, au rassemblement qui a eu lieu, oui. Qu'avez-vous entendu? J'ai entendu des propos très forts de la part d'enseignants. Des propos dignes et graves, oui, bien sûr, qui ont peur, qui sont terrifiés. Mais vous imaginez le traumatisme que c'est. Et qui s'autocensurent parfois. Oui, bien sûr. Mais ça, tout le monde en contact avec des enseignants. Et je pense aux enseignants, je pense à l'ensemble des personnels éducatifs, et je pense aux élèves aussi. Enfin, c'est innommable. Pourquoi ont-ils été assassinés? Parce qu'ils étaient enseignants? Parce que l'école est le temple de la laïcité, c'est pour ça? Précisément, je crois que les auteurs de ces crimes ont choisi des professeurs et les ont ciblés à ce titre, et donc effectivement je partage ce qui a pu être dit de dénonciation. Alors j'ai une question directe, Daniel Obono. N'est-il pas dangereux d'affirmer et de répéter que les autorités françaises s'acharnent contre les musulmans? C'est un tout autre débat, excusez-moi. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Quel est le lien? Vous ne faites... Non, mais je vous pose la question. Vous ne faites aucun rapport. Je pense qu'une critique des politiques mises en place au sein de notre pays ne justifie en rien un quelconque acte de violence, de terrorisme. Donc on doit pouvoir, dans un État démocratique, on est encore aujourd'hui dans un État démocratique, Monsieur Bourdin, je l'espère, et qu'on peut critiquer l'action de son gouvernement, et qu'on doit critiquer l'action de son gouvernement. Du gouvernement, c'est une chose, mais quand j'entends que l'éducation nationale est islamophobe, vous l'avez entendu ça? Qui a prononcé Aurélien Taché. Islamophobie décomplexée. Aurélien Taché, qui parlait de chasse aux élèves musulmans. À quelle occasion? À l'occasion de l'abaya. Oui. À l'occasion de l'interdiction de l'abaya dans les établissements scolaires. Il y a eu un débat et un certain nombre de critiques, y compris de la part d'enseignants, justement, qui disaient, nous, on l'a rentré, notre problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'enseignants. C'est pas ce que portent des jeunes filles. C'est vous qui parliez d'islamophobie décomplexée, d'ailleurs. C'est vous qui l'avez dit. Mais j'ai dû le dire à un certain nombre... Et vous le redites ce matin? À propos de l'interdiction de l'abaya à l'école. Oui, je pense que... Vous avez parlé d'islamophobie décomplexée. Je pense que c'est une mesure discriminatoire. Donc dénoncer ce qu'on considère. Alors vous pouvez penser que ce n'est pas une discrimination, mais si moi je le considère, je n'ai pas le droit de le dire. Non, mais c'est pas. Est-ce que pour vous, c'est votre responsabilité? Oui, c'est un droit. Est-ce que dire cela n'encourage pas? Non, je ne le crois pas. N'encourage pas. Je ne le crois pas, Monsieur Bourdin. À la colère, et plus que la colère, à la réaction, et plus qu'à la réaction, à des actes criminels? Non, je ne le crois pas. Non. Parce que toute parole, vous, ça n'a aucun rapport. Selon cette logique, toute parole critique encouragerait à des actes de violence et de terreur. Et dans ce cas, Monsieur Bourdin, il n'est plus
de démocratie possible. Il n'est plus d'expression de dissensus possible. Donc moi, je ne souhaite pas vivre dans une société de la sorte. Et à aucun moment, qui que ce soit dans nos rangs a jamais appelé à commettre des actes de violence, de terreur ou de haine. Il est important dans une société de pouvoir dire des choses. Et je crois que quand des institutions dénoncent, comme le défenseur des droits, des attitudes discriminatoires, quand on relève des formes de discrimination à l'encontre de telle ou telle partie de la population, ce n'est jamais une justification pour commettre des actes de violence. Non, jamais. Daniel Obono, simplement quelques mots. Vous êtes proche du Parti des Indigènes de la République. Enfin, c'est votre ami, votre camarade, la présidente. Non. Non, pas du tout. Vous l'avez dit quand même. Oui, j'ai expliqué. Oui, vous l'avez dit. Je ne suis pas proche. Vous êtes opposé à la loi de 2004. Hein? Oui. Bon, sur les signes religieux à l'école. On a encore le droit de s'opposer à une loi qu'on pose problématique. Mais oui, mais... Okay. Très bien. Je ne vous reproche pas, je vous dis simplement des faits. Après les attentats de Charlie Hebdo, vous vous interrogez sur le concept de radicalisation. C'est vrai tout ça? Oui. Vous interrogez toujours sur le concept de radicalisation? Mais il n'y a pas que moi qui m'interroge. Non, mais est-ce que vous vous interrogez toujours sur ce concept? Je me demande qu'est-ce que ça recouvre, quels sont les processus, mais c'est le travail même. Vous savez que c'est le travail aujourd'hui des agences de renseignement de poser la question de quels sont les processus de radicalisation, de quoi procède-t-il, comment on arrive au passage à l'acte. Heureusement qu'on se pose la question, parce que c'est un moyen de pouvoir comprendre comment on empêche tout cela. Donc oui, c'est un concept qui nécessite d'être interrogé, d'être affiné, pour pouvoir prévenir des actes de terrorisme et de violence. Et il est heureux qu'on se pose cette question. J'espère que vous en convenez également. La situation à Gaza et en Israël. Joe Biden arrive au Proche-Orient. Il y a des interventions diplomatiques tous azimuts, de tous les côtés, de la communauté internationale. Qu'attendez-vous du gouvernement français? Qu'il retrouve une parole audible au niveau international, comme ça a pu être le cas il y a des années, au temps de Charles de Gaulle, au temps de Jacques Chirac, et qu'il appelle à un cessez-le-feu immédiat. Il y a désormais plus de 1400 Israéliens qui sont morts, plus de 2000 Palestiniens, 2700, dont 700 enfants. Vous avez 11 journalistes qui ont été tués, une dizaine de membres des agences de l'ONU. Il faut mettre un terme à l'engrenage. Il faut que cet engrenage s'arrête. Et donc la France doit, plus qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent... Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la France est complice de la mort de civils à Gaza? Non, je ne le crois pas. Bon. Vous renvoyez dos à dos gouvernement israélien et Hamas? Non, je ne renvoie pas dos à dos. Je pense qu'il faut que les responsabilités soient déterminées et explicitées. Et de ce fait, il faut caractériser ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, ce qui est dit par les agences de l'ONU, notamment les organisations de défense des droits humains, c'est qu'il y a des crimes de guerre qui ont été commis par les belligérants, l'ensemble des deux belligérants, et que ces crimes de guerre doivent mener à des procédures de justice au niveau international. Et donc tout cela s'inscrit, je le rappelle, dans un conflit qui ne date pas d'hier, qui ne date pas du 7 octobre, qui date de 75 ans. Et toutes les personnes qui regardent et s'intéressent, et je pense que vous êtes de ces observateurs attentifs de la situation géopolitique, je pense également à Dominique de Villepin, ancien ministre des Affaires étrangères de notre pays, qui le dit et qui le rappelle, que la communauté internationale a une responsabilité d'avoir laissé la situation s'envenimer encore et encore. Et donc la communauté internationale, et notamment la France, a une responsabilité à faire en sorte que les massacres s'arrêtent et les crimes de guerre s'arrêtent. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste? Parce que pour vous, c'est un mouvement de résistance? Je cherche l'explication. Oui, c'est nécessaire d'avoir... un mouvement de résistance, le Hamas? C'est nécessaire d'avoir... Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est nécessaire d'avoir des clarifications, parce que les mots sont importants. Moi, j'ai envie de clarification, justement. Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance a pour objectif la libération de la Palestine qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Qui se définit comme tel et qui est reconnu comme tel par les instances internationales. C'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. Est-ce que vous avez rédigé
le premier communiqué, quelques heures après les horreurs commises par le Hamas. Le premier communiqué de LFI, c'est vous qui l'avez rédigé? C'est un communiqué qui a été élaboré au sein du bureau et dont je fais partie, effectivement. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon l'a approuvé avant qu'il ne soit publié? Le bureau du groupe parlementaire est une instance en tant que telle, et c'est l'ensemble du bureau qui a élaboré ce communiqué et qui l'a validé et qui l'a envoyé. Et donc, à Jean-Luc Mélenchon? Non, il a été publié sans qu'il ne le sache. Nous prenons nos responsabilités en tant que groupe parlementaire, en tant que premier groupe parlementaire aujourd'hui d'opposition à la Macronie et d'alternative à l'extrême droite, et c'est une expression, comme toutes les expressions que nous avons en tant que groupe parlementaire, que nous assumons en tant que tel. Je lis, vous assumez l'offensive armée des forces palestiniennes, menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est. Nous déplorons les morts israéliens et palestiniens. Voilà votre communiqué. Il y a d'autres choses. Il y a notamment l'escalade actuelle risque d'entraîner un cycle de violence infernale. La France, l'Union européenne et la communauté internationale doivent agir sans délai pour empêcher cet engrenage. Il faut obtenir un cessez-le-feu et la protection des populations. Mais je reviens sur l'offensive armée des forces palestiniennes menée par le Hamas. Donc, mouvement de résistance. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Non, c'est pas ce qui est écrit, mais c'est ce que vous avez dit. Je vous ai dit, Monsieur Bourdin, que le Hamas se définit comme tel et est reconnu comme tel par les instances internationales qui reconnaissent l'existence d'un conflit continu, armé, le Hamas, d'une situation... organisation terroriste pour l'Union européenne, instance internationale. Oui, mais pas par les Nations Unies, par exemple. Vous le savez, Monsieur Bourdin, que les Nations Unies ne reconnaissent que deux organisations terroristes, Daesh et Al-Qaïda. Et nous situons dans le cadre du droit international. Nous pensons que c'est notre garantie ultime. Et dans ce cadre-là, les caractérisations sont importantes. Bien. LFI a commis une faute politique, c'est ce que dit Clémentine Autain, une opportunité. C'est ce que vous avez dit à... Vous êtes un opportuniste, plutôt, c'est ce que vous avez dit à François Ruffin. Mélenchon n'a fait que nuire depuis 10 mois. C'est ce que dit Raquel Garrido. Bah oui, Daniel Obono. Moi, je lis. Je lis, puis vous avez vu ce que dit Olivier Faure ce matin. Mélenchon ne peut plus être celui qui incarne la gauche et l'écologie. Pourquoi disent-ils tout cela ? Mais il faudra leur poser la question. Mélenchon veut la désagrégation de la NUPES. C'est votre interprétation de leurs propos ou c'est votre question à vous ? Non, absolument pas. Je vous rappelle qu'il y a un an, après une campagne présidentielle où Jean-Luc Mélenchon a porté le programme de l'Avenir en commun et l'Union populaire à 22% des voix de notre pays, il s'est tourné vers des organisations politiques qui avaient passé toute l'année précédente à faire campagne contre lui, à le traiter de tous les noms, mais il a su justement comprendre quel était l'objectif et l'intérêt supérieur du pays, c'est-à-dire que nous représentions une alternative. Et c'est à l'initiative de Jean-Luc Mélenchon, vous le savez, Monsieur Bourdin, que la NUPES a vu le jour. La NUPES a vu le jour... Elle est morte ? Non, nous espérons qu'elle ne le soit pas. La NUPES surtout, parce que la NUPES, c'est pas juste... Qui veut sa mort ? La NUPES n'est pas juste, de notre point de vue à la France Insoumise, un accord électoral pour gagner des places à l'Assemblée. C'est un programme. C'est un programme qui est aujourd'hui plébiscité par une majorité, une très large majorité. Ça vous aurait permis de gagner des sièges de sénateurs. Bien, mais écoutez, oui, Daniel Obono, ce que vous n'avez pas fait. Nous n'avons pas pu avoir de sièges de sénateurs, effectivement, parce que nos partenaires s'y sont opposés. Et c'est dommage. Qui, selon vous, veut la mort de la NUPES ? Les personnes qui sont contre la perspective le PS, de Europe Écologie Les Verts, le PC, je redis, les personnes et les forces politiques qui sont contre l'objectif de constituer une alternative à la Macronie et à l'extrême droite. Vous pensez qu'ils le veulent ?
qu'ils veulent j'espère que non. La désagrégation de la NUPES. J'espère que non, parce que ce serait profondément irresponsable. Quand on voit l'état de notre pays aujourd'hui, quand on voit les inégalités sociales, la manière dont les gens n'en peuvent plus de vivre, de survivre, quand on voit l'état du dérèglement climatique, quand on voit la fracture démocratique qu'il y a dans notre pays, c'est irresponsable de vouer une des forces qui représente aujourd'hui une alternative à tout ça, aux gémonies, et la saboter ou essayer de la déstructurer. Donc, vous imaginez une union de la gauche sans LFI ? C'est ce qui se profile. Ah ben si vous le dites, mais c'est pas moi qui le dis. Je ne sais pas. C'est un observant la vie politique. Vous me l'apportez. Nous n'avons pas une vision autocentrée. Notre objectif, il a toujours été, et nous l'avons toujours dit depuis qu'existe la France Insoumise, c'est de construire une majorité populaire qui permette de mettre en œuvre notre programme. Nous l'avons fait en 2017, nous l'avons fait en 2022 en portant un programme de rupture. Et c'est ce que nous continuerons à faire dans les échéances électorales, dans les mobilisations, Rupture dans le bruit et la fureur. Dans le bruit, la fureur, le calme, la détermination, le sang-froid. Oui, c'est surtout le bruit et la fureur quand même. Non, pas surtout. La conflictualisation, c'est ce que dit et répète sans cesse Jean-Luc Mélenchon, Daniel Obono. La conflictualisation. La conflictualité, oui, fait partie du cadre politique de base. Vous savez que la démocratie, c'est aussi le dissensus. Vous le savez, c'est indépendamment même de ce que vous pouvez penser de la France Insoumise. Donc il n'y a rien de nouveau là-dessus. La question c'est... Oui, nous assumons notre ligne de rupture. Oui, il faut rompre avec ce monde. On n'en peut plus de ce monde. La planète n'en peut plus de ce système capitaliste. Donc nous assumons la radicalité de la rupture. Nous n'en pouvons plus non plus de l'ambiguïté. Est-ce que parfois vous n'êtes pas dans l'ambiguïté ? Non, franchement. C'est vous qui parlez là ? Non, je vous pose la question. Okay. Non, mais parce que je croyais que vous citiez... Vous êtes extraordinaire. Je croyais que vous citiez quelqu'un. Parce que ça avait l'air d'être une citation. Est-ce que vous êtes dans l'ambiguïté ? Absolument Ma pas. question est claire. Je pense que mes propos sont très clairs. Bon. Alors, un mot quand même, parce que je voulais pas l'oublier. Service public, parce que c'est important pour les Français. Vous allez déposer une proposition de loi pour la réouverture de points d'accueil physiques. Des accueils physiques dans les services publics. Dans les services publics. C'est à l'interpellation d'associations et d'habitants de ma circonscription. Vous le savez, aujourd'hui, il y a une stratégie de tout dématérialiser, c'est-à-dire de renvoyer les gens sur Internet, alors que des millions de Français... Il y a des maisons France Service, il y en a 2700 maintenant. Oui, mais c'est pas mal, les maisons France Service. C'est loin d'être suffisant. Et ça, ce n'est pas simplement moi qui le dis, c'est la Défenseure des droits, qui a fait 2 rapports, en 2018 et en 2022, sur le sujet. Et elle dit exactement ce que nous prenons dans notre proposition de loi, qu'il faut permettre qu'à chaque fois qu'il y ait une voie d'accès à Internet, il y ait aussi une voie d'accès physique. On parle là de millions de personnes en vérité, pas simplement les personnes âgées, parce qu'on pense automatiquement aux personnes âgées, mais il faudrait penser aux personnes en situation de handicap visuel, aux personnes illettrées ou analphabètes ou qui ne parlent pas français, et même aux jeunes, parce qu'une partie des jeunes, au-delà, on va dire, de leur application et de ce qu'ils savent faire sur les réseaux sociaux, ne sont pas toujours outillés pour faire des démarches en ligne, etc. Et donc, il s'agit effectivement d'une proposition de loi qui a aujourd'hui recueilli plus de 90 000 signatures. Nous avons une pétition et je vous invite à aller la signer, et nous en discuterons à l'Assemblée nationale le jour de notre niche parlementaire, le 30 novembre. Je crois que c'est quelque chose qui peut faire consensus de manière transpartisane, parce que les députés, quelles que soient leurs étiquettes, sont souvent interpellés localement sur ces réalités, et je crois que ça fera un beau débat à l'Assemblée, et nous ferons œuvre commune et intérêt général à adopter cette proposition de loi. Merci Daniel Obono d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio.